Les gens ont tendance à oublier, mais notamment du fait des réseaux sociaux. Oui, j'ai juste une question, je te demande juste un conseil. Oui, mais tu pourrais juste me répondre. Toi, ça te coûte rien. Et ben oui, c'est mon temps en fait. Mon temps, il est plus précieux que tout en fait. Super. En fait, je me suis même pas rendu compte qu'un de mes objectifs quand j'étais plus jeune, c'était tel salaire. Après, c'était le million et tout ça. Puis en fait, une fois, j'en parlais avec mon associé actuel, puis il me dit, mais tu te rends compte maintenant qu'on est bien au-delà. Tu t'en as même pas rendu compte. Les statistiques en France, tous les 5 ans, le père de famille commence à se soucier de la voiture qui va changer. Et du coup, il a dit, il faut que pendant ces cycles de 5 ans, tu sois tout le temps dans sa tête. C'est pas parce qu'on publie 3 vidéos, qu'on publie 3 posts, qu'il n'y a pas un client qui vient après 2 jours, que ça fonctionne pas. Faites ça pendant 2, 3, 4, 5 ans. Si tu fais ça de telle manière, je te garantis que tu auras des résultats. Donc fais-le. Salut Patrick. Salut Maxime. Plaisir de te recevoir dans le podcast In Progress. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être présent. Je commence par te présenter brièvement. Patrick Robetti, économiste de formation. Très juste. Multi-entrepreneur dans l'immobilier, la construction et le marketing. La société, c'est Robetti Holding SA, c'est ta société. C'est qui chapeaute, c'est celle qui chapeaute le tout. Exactement. Ancien basketteur. Passionné et actuellement vice-président aussi de Fribourg Olympique Basket. J'ai vu ça dernièrement. Félicitations. Merci, c'est gentil. Tu incarnes l'entrepreneuriat polyvalent, on va y venir, humain, ancré et visionnaire. Ton mot d'ordre, c'est passer à l'action rapidement. Voilà, tu as très bien résumé la chose. Je dis toujours, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire des théories, mais il y en a très peu qui osent passer à l'action. Et puis, c'est ce que je répète à tout le monde. Tu as une idée, passe à l'action, teste. Ouais. On verra bien le résultat. Ou la même chose dans la vie privée, teste, vas-y, avance, quoi. Pas facile pour tout le monde d'être en action rapidement, hein. Moi-même, j'expérimente. Des fois, chaque move prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je remarque surtout que, en fait, pourquoi je pousse les gens aussi à passer à l'action, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent être entrepreneurs ou pouvoir devenir entrepreneur. Ouais. Puis je dis, si tu n'es même pas capable d'appeler une centaine de personnes pour voir si ton service pourrait les intéresser et tout, tu peux oublier, parce qu'on sait que la prospection, c'est quand même 90% de la réussite de ton business lorsque tu le lances. Et puis, il faut avoir un service, un produit qui tienne la route. On est d'accord, qui répond à un vrai besoin. Mais c'est vrai que je remarque que s'ils n'osent même pas, à ce moment-là, passer à l'action et faire, puis qu'ils passent trop de temps sur un petit logo, un site qu'on pourra avoir dans un second temps, ça va être dur. En fait, c'est juste qu'ils anticipent la dureté du métier. Ouais. C'est vrai, je te rejoins. Moi, j'expérimente justement ça maintenant, parce que du coup, la prospection chez nous, elle s'est fait historiquement en bouche à oreille depuis des années. Ça continue, mais du coup, c'est un mouvement qui est lent et qui n'est pas prédictible. Donc c'est vrai que de prendre le téléphone et de tester son marché, c'est un exercice qui est redoutable, mais qui est efficace. Mais c'est pas facile, hein, au début. C'est vrai qu'on est très suisse, on n'ose pas trop, on ose être présent sur les réseaux sociaux. Il fallait déjà faire un pas. En vidéo, là, tu as fait un step de plus. Mais prendre le téléphone pour prospecter, pour aller trouver des gens et puis pas faire trop vendeur, là, c'est un peu chaud. C'est encore autre chose. Trop bien. Du coup, pour commencer, j'aimerais bien un petit peu parler de ton parcours, comprendre un petit peu comment on se retrouve dans plusieurs sociétés, dans plusieurs domaines différents. À quel moment tu t'es dit, OK, je vais partir dans l'immobilier, le marketing? Enfin, à quel moment tu t'es dit, OK, je prends plusieurs casquettes? Comment tout ça s'est passé un petit peu? Alors, c'est un peu comme beaucoup de choses, c'est un peu des hasards de la vie en immeuble professionnel. Si tu es en sortant de la HEG, forcément, tu sais pas quoi faire. Donc, tu commences dans la finance, responsable financier dans 2 PME, des belles PME, dont une qui était à Bulle, je ne vais pas citer, mais qui est pas très loin d'ici, dans la construction et entreprise générale. Ça m'a passionné, mais ma vraie passion, c'était le marketing. Je découvrais les Google Ads et tout ça à cette époque-là, à l'époque des e-books, comment devenir riche en 30 secondes. Ouais. La fameuse époque, j'ai lancé 2-3 campagnes automatisées, puis ça marchait bien en fait. Je générais en automatique, publicité qui renvoyait vers une landing page. Après, tu pouvais payer en ligne par PayPal qui commençait à l'époque. On parle de quoi, 2005, 2006. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, vraiment. Et puis là, il n'y avait personne sur le marché. Donc, tu mettais des mots-clés comme comment gagner de l'argent sur Internet et tout ça. Puis ça tournait, les gens achetaient. Puis je faisais du 2, 3, 4 000 francs suisses par mois. Ah, joli. Pas de marge, du chiffre d'affaires. Ouais. Et puis voilà, puis ça m'a passionné de me dire, mais comment. Enfin, déjà à ce moment-là, on parlait très peu d'automatisation et tout ça. Mais je me suis dit, mais en fait, il y a la psychologie de vente. Puis 2, des techniques ou des outils qu'on avait déjà à l'époque qui nous permettaient en limite, faire du chiffre d'affaires de manière semi-automatique, quoi. Ça m'a passionné. Mais après, c'est vrai que dans le monde professionnel, on suit surtout, on avait tellement de retard en termes de marketing, de com que tu connais bien,
que j'ai commencé dans un autre domaine de la finance, puis après, ça me titillait le marketing, et puis je suis passé chez Publicitas, Feu Publicitas. Et là, à nouveau, je développais le département digital et tout ce qui était digitalisé, la liberté et la gruyère. Ok. À l'époque, c'était embryonnaire, il y avait juste un site avec ces fameux, comment ça s'appelait, ces skyscrapers, ces Cette époque était leaderboards et tout ça. C'était incroyable. Et puis voilà, puis ça me passionnait toujours, mais à côté, j'avais envie de créer mes propres sociétés. J'ai commencé avec une agence de création de sites WordPress, Ok. du référencement, du SEO, SEA. Mais je me rendais compte à l'époque, à nouveau, que les gens avaient un budget pour créer un site. Pourtant, je n'avais pas des tarifs extrêmement élevés. Mais après, en email, ils n'avaient plus de budget. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure à ta collègue, c'est que en fait, c'est comme avoir pignon sur rue, puis tu n'as personne qui passe devant. Ouais. Or, un site où il n'y a pas de trafic, Ouais, ça sert à rien. tout à fait. Ouais. Donc voilà, un peu frustré par ça. Après 7 ans à la tête de cette société, j'ai eu l'opportunité de remettre un pied dans la construction et l'immobilier via un membre de ma famille. Il m'a dit, viens, on crée une entreprise générale, tu prends la direction financière, tu t'occupes du marketing, go, quoi. Puis moi, je m'occupe de la construction, quoi, vu que c'était son métier, toi. Puis j'ai dit go, et puis ça a été, voilà, ça fait 12 ans, du coup, que je suis dans ce métier. Entre-temps, j'ai revendu, j'ai des nouveaux associés, donc ça, je te passe les détails. Mais c'est vrai que ça m'a permis, c'était plus une opportunité, donc moins la passion que le marketing, mais plus une opportunité de remettre un pied dans un domaine où on parle souvent des effets de levier. Et puis l'effet de levier, notamment bancaire, dans le monde de l'immobilier, il est énorme. Parce qu'on est quand même dans un métier où tu as 80% qui est, ou 75, 70, qui est finançable. ou 80 qui est financé par une banque. Ouais, Quoi. ouais. Ça, dans la com, tu l'as pas. Tu vas demander à une banque qui te Moins. prête 80% de ton mandat. Ils vont te faire... Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est ça qui m'a passionné. Et puis aussi avec la passion des chiffres, où je me suis dit, bon, on a tout pour bien faire. Et puis, ça a été très dur au début parce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'un marketeur vient nous emmerder dans la construction? On a construit dans le canton de Vaud, je me faisais un petit peu tirer dessus et tout ça. Et puis voilà, tu fais ta place, tu cravaches. Et puis finalement, 12 ans après, je suis toujours là. Et puis maintenant, je navigue entre les deux thématiques, les deux domaines d'activité, où j'ai quand même besoin de continuer à avoir quelques mandats marketing, on va dire. Mais à côté, mon gagne-pain principal, ça reste le développement immobilier, tout simplement. Ok. Donc voilà. Magnifique. Merci pour l'explication. Et du coup, pour que je comprenne, enfin, c'est pas comment tu gères au quotidien. Je veux dire, aujourd'hui, l'immobilier, du coup, est devenu un petit peu ton travail numéro 1 ou ok. Ouais, ok. Parce que du coup, En termes de temps, tu dis, ou en termes ouais, je me posais financiers? la question sur une journée type, un petit peu à quoi ça ressemble au final. Est-ce que justement, l'immobilier t'a permis justement de te libérer aussi de certaines charges ou justement le marketing, parce que c'est deux univers tellement différents, enfin, qui peuvent très bien aller ensemble dans certains cas, mais je veux dire, je me demandais un peu comment tu gérais ces doubles casquettes ou triples casquettes. Alors, je te cache pas que ça n'a pas été simple non plus, parce que ça paraît toujours qu'on publie sur les réseaux, que ça paraît miraculeux, facile et tout. J'ai testé plein de modèles. Au début, moi, je suis quelqu'un de très structuré, de très rigide, honnêtement. Je suis très suisse-allemand sur les bords. Je suis pas du tout. J'ai vu ça, que tu testais des modèles type militaire, Ouais, voilà. etc. Alors ça, c'est moi qui ai nommé ça comme ça, mais Ouais. c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment des plages horaires qui étaient déterminées pour chaque entreprise, chaque domaine d'activité. Donc c'était cool, ça roulait bien. Puis franchement, si tu me proposais un rendez-vous, comme ce matin, où ça c'était pas attitré à la bonne boîte, je te disais non. Mais ça fonctionnait bien en termes d'organisation, mais en termes de spontanéité, c'était insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment militaire. Et puis entre nous, j'aime pas l'armée, donc je l'ai faite, mais je n'avais pas spécialement apprécié. Puis je me rendais compte que je m'enfermais dans un système qui était tellement rigide qu'il n'y avait plus de plaisir. Dans ta propre prison, quoi. Ouais, enfin, c'est ça. Tes propres murs. Ouais, je vois. Après, j'ai essayé de switcher sur un mode où je faisais, je te dis tête, hein. Lundi, mercredi, vendredi, immobilier, mardi, jeudi, marketing ou acquisition de société, tout ce qui va être annexe. Puis ça fonctionnait aussi pas mal, mais je me suis retrouvé dans le même système que ceux qui sont employés, puis qui à côté, ils lancent une entreprise. Puis finalement, tu as toujours le cul entre deux chaises, et puis tu dis non, je peux pas le mardi, mais je peux le vendredi. Ça fait aussi un peu touriste, quoi. Donc du coup, après, en évoluant, en ayant aussi les bons associés, les bons employés, en sortant un petit peu de l'opérationnel, ça on peut en reparler, parce que totalement, j'y crois pas du tout, ou difficilement, avec une certaine taille d'entreprise. Ouais. Mais par contre, sortir un peu, ça m'a permis justement d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Puis du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais plus fonctionner en fonction de mon énergie du moment, en fonction de ce que je peux amener, ce qui serait pertinent à l'heure actuelle, plutôt que de me dire, je me focalise toute la semaine sur telle activité. Puis ça fonctionne beaucoup mieux, mais j'ai quand même gardé le lundi où vraiment je fais
toute ma planification pour les réseaux sociaux, Ouais, ok. tout mon contenu Mhm. avec différents prestataires ou partenaires, hein, je le fais pas tout seul maintenant, et tout mon administratif Ouais, ok. et facturation et financier. Donc tout est fait le lundi, comme ça après le reste de la semaine, c'est plus de la prospection, des rendez-vous, je sais pas, aller rencontrer un prospect, aller voir un projet immobilier, aller voir un joueur du Fribourg Olympique, aller discuter avec un coach ou ce genre de choses. Puis ça me laisse beaucoup de flexibilité le reste de la semaine parce que dans ma tête, je suis libéré. J'ai fait mon job, j'ai fait mon taf que je sais qui va m'amener des revenus à long terme. Et puis après, dans ma tête, j'ai besoin d'être libéré pour la suite, quoi. Ouais, je te rejoins. J'ai eu les mêmes, ouais, mêmes réflexions, mêmes théories. J'ai voulu aussi structurer, hyper efficace. Puis effectivement, en fait, je pense que ce qu'on expliquait avant, c'est assez juste. C'est qu'au final, tu te mets à toi-même tes propres limites, puis tu perds surtout quand tu es un peu entrepreneur et puis que tu es dans un mouvement de projet tout le temps. Puis le mouvement de projet sous-entend que tu es bien dans le mouvement, justement, et que tu es bien un peu, pas dans le chaos, mais que tu es bien t'es bien dans la fluctuation Surtout dans ton de... domaine, hein. J'ai Ouais, remarqué que la mais com, des oui, projets, tu ouais, peux pas dire au client, non, non, tu m'appelles pas le lundi, tu m'appelles le mardi. Il va te dire, ouais, c'est, c'est d'accord, ouais. ouais, bon, oui, effectivement, c'est vrai que dans C'est la plus com, difficile, je trouve, hein. t'es lié à l'humain, t'es Ah lié à ouais. la typologie de projet, t'es lié à plein de choses, mais en tout cas, moi, personnellement aussi, exactement comme tu le dis, d'être sorti un tout petit peu de l'opérationnel pour avoir une vision un peu plus d'ensemble et puis de pouvoir être libre de mes actions. Je trouve plus de place et de bonheur Oh, puis tu dans... te sens bien à la Ouais, fin à parce que fond. tu sais que t'as pas cet agenda d'une personne que je vais pas citer, que tu connais certainement, un de mes associés sur Fribourg, Ouais. où il a des mains. En fait, ça me fait mal au ventre pour lui quand je vois le lundi son planning où chaque minute de toute la semaine ouais, c'est millimétré. Puis en fait, chaque fois que tu essaies de l'appeler, il n'y a pas ce temps qu'il peut t'accorder et puis qui, pour moi, est un temps obligatoire pour un chef d'entreprise. Ouais, Je ne veux pas dire que tu es à je disposition, hein, vois... mais être disponible pour tes associés, pour Ouais, tout tes. à fait. Tu vois ce que Moi, je veux dire? c'est parce qu'évidemment, être entrepreneur, c'est pas tous les jours rose, Non, hein, non, faut c'est pas rêver. souvent l'inverse, ouais. Mais justement, c'est la seule condition que je m'étais fixée, de dire que si je prends ce chemin-là, au moins la seule chose que je puisse avoir, c'est que dans ma semaine, je vais être libre de dire oui ou non et de faire de prendre une heure pour discuter ou de faire, c'est ma seule liberté. Je prends pas autant de vacances que beaucoup de gens, je prends pas, voilà. Mais tu te laisses des Mais, plages, mais, genre, par, mais par contre, voilà, mon temps dans ma semaine, j'organise comme je veux, quoi. Et ça, c'est un peu le seul sugus, si je peux dire, que j'ai dans cette vie d'entrepreneur. Et je pense que c'est aussi un peu ce que mais tu as soulevé un point qui est très important, puis je pense que c'est la différence entre ceux qui sont tout le temps sous l'eau, qui n'ont jamais le temps, qui disent, tu sais, j'ai jamais le temps et tout, j'ai jamais le temps de faire du sport, d'être avec ma famille, de prendre des vacances, je sais pas, de faire autre chose ou autre, c'est qu'ils savent pas dire non, en fait. Capacité à dire non, pour moi, c'est un super pouvoir qu'on en sous-estime, puis que ça m'a pris des années aussi à oser, et puis à maintenant le faire fréquemment. C'est pour ça que je te disais qu'on m'appelait le serment. Je dis non maintenant quasiment 9 fois sur 10, parce que je sais que ça va me prendre du temps, que ça va me faire perdre de l'énergie, ça va me ramener de la charge mentale supplémentaire. Puis je préfère dire non, passer des fois pour un chieur, honnêtement, ou pour quelqu'un qui dit toujours non. Mais après, quand je fais quelque chose, par contre, ils voient que je suis une machine de guerre, et puis qu'on est très efficace, qu'on a des super résultats, puis que ça bouge, toi. Ouais. Plutôt que de dire oui, 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 puis après finalement, tu n'as pas le temps de traiter, puis tu fais un petit peu, et puis finalement, tu fais un petit peu à 70-80% de ce que tu aurais dû faire. Donc les gens sont moyennement satisfaits, puis finalement, personne n'est content, quoi. Je crois que c'est une thématique qui revient aussi. Alors, moi, je l'identifie un petit peu par rapport au temps qui passe et à l'âge qui évolue, un tout petit Yeah, peu. c'est vrai. Dans le sens que j'ai aussi vécu un petit peu ça entre mes 25 et 30, où j'étais partout, tout le temps, dans toutes Ah les ouais, tu courais assos, partout, dans tous les hein. trucs, dès que je pouvais prendre la place de n'importe quel... Enfin, bref. Et puis après, effectivement, tu arrives à 35, vers les 35-40, tu commences à te dire, en fait, je vais commencer à me choisir, je vais commencer à prioriser mon énergie parce qu'elle n'est pas infinie, Ouais, c'est justement. ça, puis tu perds un peu d'énergie quand même avec les années, Moi, hein. j'étais arrivé à un stade où effectivement, je prenais même plus... J'allais partout, mais il y avait plus de plaisir partout. Donc du Ah, coup, plus du tout, tu plaisir. sais, tu deviens juste un peu gris et un peu... Ouais. Oh, puis une machine, quoi, t'es un Ouais, robot, quoi. ouais, voilà, ça devient un Ouais. automatisme. Et ouais, mais donc du coup, je rejoins totalement ce que tu viens de Et dire. ça, c'est quelque chose qu'il faut. C'est pour ça que j'aime accompagner des entrepreneurs, alors plus si jeunes que ça, parce que quand tu accompagnes des débutants, on guillemets, c'est un peu, tu parles toujours des mêmes thématiques, Oui, tout à fait. c'est un peu fatigant, mais les plus expérimentés, il y en a encore beaucoup qui ont pourtant des boîtes incroyables, même dès que j'ai accompagné, qui ont 50, 100 employés, donc des mastodontes, mais ils ne savent pas dire non non plus. Puis je dis, mais en fait, moi, avec des petites structures, alors oui, plusieurs petites structures, je prends par contre beaucoup de vacances, 7 à 8 semaines de vacances par année, mais j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de mettre mon cerveau sur off, en guillemets, parce que je peux, même que j'ai beaucoup de liberté pendant ma semaine et tout ça,
je suis tout le temps en train de cogiter, Ouais, tu bien sais, les sûr. problématiques qu'on a C'est et autres, on en a surtout fois X entreprises, toi fois X projets. Et puis j'ai besoin de cette déconnexion. Quand je pars à l'étranger, je book mon antenne, personne ne peut m'appeler. Puis je dis même si ça brûle, vous appelez mes associés. Où il y a toujours une antenne de ma femme qui est allumée, qui bosse aussi avec moi. Ok, mais vous sachez que j'existe pas, quoi. Et puis, il n'y a jamais eu le feu sur un chantier ou un truc comme ça, toi. Donc, Ouais, non, les parce vraies que urgences, il n'y en a pas. Des absolus, il y en a peu, quoi. ouais, si tu es perfectionniste et que tu veux bien faire ton métier, bah, évidemment, la charge mentale, on va l'appeler comme ça, elle te suit aussi le week-end, elle te suit aussi le reste du temps. Il ne faut pas rêver. Ouais, Ça ne s'arrête pas. tu peux pas switcher. Quand j'étais plus jeune, le switch, c'est forcément, tu bois un verre d'alcool, 2, 3, puis tu te dis, je pense plus, mais après le lendemain, là, il Sauf faut. le coup d'après, il C'est est ça. plus dur. Ah ouais, c'est encore plus dur. Mais c'est vrai qu'avec les. Ah oui, il y a le sport qui aide un peu, ça c'est sûr, à te vider et tout ça, mais là, de la tête. Mais à nouveau, être entrepreneur, c'est rebondir sur les problématiques, les résoudre. Et puis ceux qui envient nos vies et tout ça, je leur dis, moi j'aurais dit toujours, prenez un mois, ma Oui, alors place, ouais, il avec faut, mais, plaisir. mais en fait, après, moi, j'encourage tout le monde à avoir des projets à faire, effectivement, et puis surtout, c'est ce que je répète à tout le monde, c'est accepter que c'est le chemin enfin, la beauté est dans le chemin et pas dans l'objectif, parce que l'objectif, vous l'aurez pas tout de Ouais. suite. Oh, puis même que le jour où tu Et, l'as, t'es et déçu souvent. le jour où tu l'as, il est plus là. Dans le Ouais, sens, t'as le jour où raison. tu l'as, il a évolué, et Ouais, le jour où tu vas acheter ton premier appart, en fait, tu vas à un immeuble, et puis après, enfin, de toute ouais, c'est toute vrai. façon, Il évolue après, et puis. l'objectif, enfin, si tu es axé projet et objectif, c'est normal. Mais c'est marrant, mais enfin, dans ma tête, maintenant, c'est très logique, mais effectivement, c'est quelque chose qui avance Avec l'âge. avec l'âge, quoi. Mais ouais, hyper intéressant. Tu énumérais avant que tu as eu des rencontres, autant un beau-frère, un associé. Il y a des rencontres justement particulières qui ont fait justement un petit peu ce parcours ou des moments clés avec des personnes? Alors, ouais, pour le domaine de la construction et de l'immobilier, clairement, c'était mon cousin. Ça, c'est toujours mon cousin. Et malgré les mauvais côtés en de la suite, puis comme ça s'est terminé, c'est lui qui m'a vraiment fait confiance à un moment où j'étais nouveau redevenu employé après mon agence digitale que j'avais fermée, enfin revendue, mais juste revendu des clients en cours, tu sais. Et puis, c'est vrai qu'il m'a fait confiance à ce moment. Il m'a mis les pieds dans le domaine de la construction, entreprise générale, promotion immobilière. C'est lui qui a financé aussi ça. Donc, en IME, sans lui, je pense pas que je me serais lancé. Et puis, par la suite, après, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. J'ai trouvé d'autres associés qui sont maintenant, Ouais, ok. qui me correspondent plus, on va dire. Mais sans cette personne, ça aurait été très compliqué de me lancer autant vite dans ce domaine. Parce que tu sais que tu as quand même besoin de moyens dans le développement immobilier. Et puis, c'est vrai qu'il m'a fait confiance. Donc, ça, c'était un moment, une personne clé, en guillemets, pour ça. Après, j'ai beaucoup fait de manière autodidacte. Et puis, j'ai aussi été beaucoup au culot d'écrire à des gens sur LinkedIn, sur les réseaux, de contacter et tout ça. Mais j'aurais de la peine à te sortir, par exemple, dans les autres domaines, le marketing, quelqu'un qui vraiment m'a... C'est plus ma C'est curiosité pas une maladive du obligation, hein. domaine, en fait. Moi, j'ai pas non plus pour ma boîte quelqu'un qui m'a. Tu l'as fait tout seul, quoi. Tu étais curieux, Moi, je dis toujours, j'étais à la recherche de mentors plus jeune. Enfin, j'aurais voulu avoir un mentor que j'ai jamais eu. Puis du coup, aujourd'hui, je pense que j'aimerais me transformer en mentor pour ceux justement qui en cherchent un. C'est quoi mentor pour toi? Parce que Euh, c'est assez bah, large, c'est assez flou, quoi. tu viens de dire quelque chose qui est intéressant, c'est accompagner les entrepreneurs ou accompagner l'humain. Euh, voilà, nous, effectivement, communication marketing, c'est nos outils, c'est ce qu'on sait faire. Mais après, moi, ce podcast, il est né aussi comme ça. C'est ce qui me passionne, c'est discuter avec des gens puis de les aider à faire avancer leur projet, tu vois. Ouais. Et puis faire avancer un projet, c'est comme tu as dit avant, c'est très juste. C'est pas juste livrer un logo puis un site web et dire à bientôt. C'est de réfléchir à comment la boîte, elle fonctionne, On va le comment valoriser. l'entrepreneur, il fonctionne, comment... Il y a tout un champ autour, entre l'état d'esprit, entre ce que les gens pensent à l'interne, ce que les gens pensent à l'externe. Enfin, donc, voilà. Mais par contre, pour revenir sur ce que signifie mentorer, pour dire, c'est plutôt conseiller, je dirais, ou accompagner. Accompagner, ouais. Moi, j'aime bien le terme plutôt ça. accompagnement parce Ouais. que tu sais, on entend beaucoup de coaching. Enfin, on Ouais. parle même pas des gourous du coaching en ligne. Ouais. Après, en Suisse, le mot mentorat, c'est plutôt du bénévolat. Donc, c'est mal valorisé, je trouve. Je dis pas qu'il faut tout facturer, mais il faut penser que ton temps est précieux. Et puis, les gens ont tendance à oublier, mais notamment du fait des réseaux sociaux. Je vois beaucoup sur LinkedIn. Oui, j'ai juste une question, je te demande juste un conseil. Puis quand je les ai au téléphone pour une session découverte, on y met d'une demi-heure ou une heure. Oui, mais tu pourrais juste me répondre. Toi, ça te coûte rien. Je dis, oui, c'est mon temps, en fait. Mon temps, il est plus précieux que tout, en fait.
Et puis ça, les gens, ils oublient. C'est pour ça que moi, le mentorat, je le fais aussi, mais de plus en plus sélectif. Et vraiment, je le facture. Et puis je dis aux gens, Ouais. pourquoi je le facture aussi? C'est pas pour de l'argent, parce que moi, j'en ai pas besoin de cet argent, mais c'est pour te forcer l'entrepreneur à se bouger à nouveau. Parce que plus il paye cher, plus il a intérêt à se bouger, parce qu'il faut quand même qu'il Ouais, rentabilise son investissement, et quoi. puis il y a le biais psychologique qui s'active, c'est que du coup, tu mets une valeur sur le conseil que tu reçois. Enfin, que tu le veuilles ou non, je mets ma main au feu que tu écoutes moins un conseil gratuit qu'un conseil payant. Alors Enfin, surtout si c'est marqué ça télécharge mon guide gratuit et ouais, puis ça vaut enfin, rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. enfin, nous-mêmes, on a suivi un accompagnement et tout ça. Ben, il y avait un prix, je peux dire que j'étais plus attentif que si on me l'avait donné ces conseils dans un bistrot, Ouais, quoi. ouais. Ouais, Enfin, ou si non, c'est enfin, ou c'est un pote mentor qui dit fais juste ça, tu te dis ouais, bon, ouais, oui, je le ouais. ferai, mais ouais. Non, non, et puis je pense que c'est important. Et puis alors, pour moi, c'est un univers que je commence à expérimenter qui est un peu tout nouveau parce que j'ai toujours été dans le faire pour les personnes, enfin, dans le done for you, le faire pour les personnes. Et là, effectivement, de dire, OK, ben, en fait, il y a une expérience qui est acquise, il y a des années qui sont prises. Surtout, ben, je pense quelqu'un comme toi qui a en plus des casquettes différentes parce que entre marketing, immobilier, enfin, il y a des synergies qui peuvent être extrêmement fortes. Euh, mais c'est rare d'être bon dans les deux. Enfin, c'est C'est rare de ça. trouver Après, des gens j'estime qui... pas être bon dans les deux. Moi, ce que je dis toujours, parce que je dis toujours aux gens, je te vends mon expertise, mais qui est mon expertise propre. C'est pas Ouais, dire que c'est tout juste. C'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité de ce que j'ai ouais, expérimenté. tout à fait. Jamais Ouais, je parlerai de la théorie qu'on a lu dans les bouquins, qu'on voit d'Ormodi et tout ça. Oui, c'est génial aux États-Unis, mais on est en Suisse. Donc, ça n'a rien à voir le marché. Et puis, je dis, moi, je sais ce qui a fonctionné pour moi dans l'immobilier, la même chose. Je peux te dire ce qui a fonctionné pour moi, ce qui devrait fonctionner encore, parce que le marché évolue comme tout, mais je te garantis pas que tu auras les mêmes résultats parce que c'était pas moi. T'as pas mon réseau, t'as pas mes capacités financières, t'as peut-être pas le même timing, parce qu'on sait que le timing est extrêmement important aussi dans la com. Et puis, c'est pour ça que je suis très clair avec les gens que j'accompagne. Puis souvent, maintenant, je suis tendance à faire de l'anti-vente. On dit, ah, non, non, c'est pas fait pour toi, ou non, je pense pas que je vais t'amener à t'as plus, raison. parce que souvent, ils se disent, l'inverse, ils se disent, non, non, mais moi, j'ai envie de toi, j'ai envie de ta personne. Puis je dis, oui, mais attention, je te garantis pas des résultats, parce que c'est toi qui feras le travail, c'est pas moi qui vais le faire. Puis ça, c'est la grande différence avec le done for you que tu disais, où quand tu fais du done for you, tu es quand même censé amener, on y met des résultats. Ah bah, tu es responsable du livrable. Donc, de toute façon, effectivement, si on t'achète un site web, il faut livrer un Il site faut qu'il web. soit là, puis il faut qu'il soit, il Donc, soit efficace. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, j'en discutais justement hier avec quelqu'un sur le done with you, donc le fait de coacher ou d'accompagner quelqu'un puis qu'ils doivent le faire lui-même. Puis, bah, moi, je disais que c'était un modèle que je trouvais un peu... Enfin, on pourrait l'améliorer aussi. Et j'étais un peu convaincu que le Done for You, Done with You pouvait un peu fusionner ou pouvait un peu... Parce que des fois, bah, moi, par exemple, je pense que je dois être à 50 formations achetées sur Internet. Bah, la seule solution que j'avais au final pour les suivre, c'était de m'enfermer un week-end complet dans ma chambre et puis d'avaler toutes les vidéos parce que comme ça, au moins, le contenu était pris. Parce que sinon, c'est indigeste, en fait. Parce que sinon, c'est long, Puis après, bah, une semaine passe, 2 semaines passent, puis ton idée, elle est ouais, puis déjà tu mets de partie. côté, tu es déjà passé sur autre chose. Et puis en Ouais. fait, j'ai, je pense, 2 tiers des formations qui ont été finies qu'à moitié. C'est pour ça que là, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je dis toujours à ces personnes qui acceptent mon accompagnement sur d'un autre ou qui achètent une formation en ligne, la seule exigence que j'ai, c'est dès que je donne un conseil, il faut qu'il soit appliqué dans la semaine. Sinon, tu dégages. Ah, intéressant. Ah, c'est Et radical. moi, c'est radical. Je Ouais, rembourse la personne, il n'y a pas de souci. Mais si les personnes n'avancent pas, parce que c'est un des critères de ouais, bah, sélection, moi, c'est c'est que ça. tu aies le temps de le faire. Si tu n'as pas un minimum, je dis au bol, 10% de ta semaine, tu peux mettre pour mon accompagnement, je préfère que tu travailles avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis souvent, les gens, ils viennent vers moi après avoir suivi des accompagnements hors de prix. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui t'ont accompagné, mais ça, c'est pas important parce que finalement, il faut que ça nous corresponde. Et puis, souvent, ils viennent avec moi et puis ils me disent, ouais, mais oui, j'ai suivi tel accompagnement, telle formation et tout ça. Je dis, ok, mais qu'est-ce que tu as fait et tout? Oh, mais il y avait tellement d'infos que j'ai rien pu à assimiler et puis mettre en pratique. Je dis, ok, alors tu prends que la première partie de la formation, tu appliques. Après, tu passes à la deuxième, tu appliques. Mais si tu n'appliques pas, bah forcément, c'est pas miraculeux parce que tu as lu une formation de quelqu'un qui a réussi, bah, ça va pas réussir pour toi. Toi, c'est 100% formation digitale ou il y a aussi accompagnement Présentiel, tu dis? one-to-one, présentiel et tout ça? Alors, j'ai testé plein de modèles hybrides, pas hybrides, digital, pas digital. C'est vrai que ce je trouve le mieux fonctionner,
mais à nouveau, pour les mêmes typologies d'entrepreneurs, c'était les courtiers immobiliers. J'avais fait une formation en ligne de base, théorique. Ouais. Et après, moi, je m'occupais en visio toutes les semaines de faire la Ouais, pratique. c'est pas mal. Ouais. Ça fonctionne très bien. Mais tu dois être niché, quoi. Toi, dans un domaine précis. Parce que de généraliser ça, j'y crois un peu moins parce que ça devient trop général. Selon moi, hein. Après, j'ai pas tout expérimenté. Nous, on avait aussi justement des visios, soit one-to-one ou en groupe. Et effectivement, c'est là où j'ai pris beaucoup de valeur. Puis en fait, avec du recul, c'est plutôt des petits moments, des petits trucs qui ont fait que plus ou moins ce podcast tech a été, enfin, genre de choses, tu vois, c'est que d'un coup, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est bon, ok, le regard des autres, ok, boum, et puis d'un coup, petits déclics qui font que ça marche, mais sur 8 mois d'accompagnement. Donc c'est 4-5 moments clés. C'est intéressant ce que tu dis, puis c'est d'ailleurs des choses que je pense qu'on devrait, ceux qui te vendent ces accompagnements devraient le dire dès le début, on le dit souvent par après. Mais c'est comme moi, j'ai fait la haute école de gestion. Franchement, il y a 3% de ce que j'ai appris en, je sais plus, 3-4 ans qui m'ont servi dans mon parcours professionnel. Mais ça m'a fait gagner, je sais pas, 6 mois d'apprentissage par rapport à d'autres. Et puis la même chose dans les accompagnements, moi j'en ai fait pas mal. J'en fais un par année, marketing, développement personnel, mindset, différents domaines. Puis à chaque fois, j'en ressors en m'attendant pas à avoir appris beaucoup de choses, mais soit à me conforter dans mes acquis, soit à me donner un petit tip supplémentaire, un petit coup de pied au cul supplémentaire qui fait que je passe pas au step supplémentaire. Qui te change un peu la prochaine étape. Voilà. C'est ça. Ouais. Pour citer la formation d'Edouard en immobilier, en fait, il m'a juste fait comprendre le principe d'aller faire financer une plus-value latente sur un bien. Ça a tout changé pour la suite. Ce simple principe-là, expliqué de cette manière-là. Puis après, le lendemain, j'appelais et puis j'avais un rendez-vous. Tu vois, non, ça c'est génial. Mais sur... s'il m'entend, il m'a dit... non, mais j'ai fait ça sans vidéo et puis voilà. Mais c'est vraiment le truc, le tips qui m'a fait mettre un pied dedans, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, c'est aussi un domaine d'activité où l'effet de levier est tellement monstrueux qu'on peut avoir qu'il y a plein de conseils comme ça, notamment des droits d'option cessibles et divisibles, tout ça. D'ailleurs, c'était une discussion que j'avais avec Edouard il y a quelques années. Depuis, je sais qu'il l'a appliqué en Valais aussi. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à moi, mais je lui ai aussi donné... Il suffit des fois un angle de voir un petit peu le système, comment il est fait entre les banques, les notaires et les banques notaires, les banques et notaires, puis le fisc, voilà. Ouais. Et puis, de se dire, comment on peut tirer au maximum notre avantage de chacun, tout en restant légal forcément, pour avoir le maximum effet de levier et puis mettre le minimum de fonds propres. Et puis on remarque en jouant entre ces trois, on arrive souvent à pas mettre ces fameux 20, 25%, 30% de fonds propres. Puis les gens, ils ne croient pas quand tu dis ça. Ils disent c'est pas légal, la FINMA, non, la FINMA, elle s'en fout. Elle préconise juste qu'il faut 20%, 10% de cash. C'est une préconisation, c'est pas une loi. C'est pas Dieu, la FINMA. Mais les banques doivent le respecter parce que c'est l'organe de contrôle et tout ça. Puis du coup, quand tu as compris ça, tu essayes en fait. Puis on est en bonne discussion avec notamment le banquier que tu as cité tout à l'heure, qu'on va pas citer pour pas le mettre en porte-à-faux. Mais du coup, tu le challenges aussi. Tu te dis, mais est-ce que ça on pourrait faire ? Oui, non, oui, ça je regarde en interne. Et puis on est arrivé à faire des montages financiers légaux, je te rassure, mais qui étaient juste incroyables. Tu te dis, mais en fait, on peut acheter beaucoup avec peu de fonds propres. Excellent. C'est pas simple. Ça peut aller très vite. En fait, il faut déjà acquérir le savoir, comprendre le système qu'il y a derrière, parce que c'est rien de compliqué une fois que tu as capté les acteurs, et voilà, mais il faut juste quand même se pencher dessus à un moment donné et puis dire, OK, ça fonctionne de cette manière-là. Et là, tu as parlé encore pour moi d'un cran encore en dessus que j'ai pas atteint pour l'instant. C'est après justement le côté montage et le côté encore plus spécifique, quoi, effectivement. Mais c'est comme tu parlais, c'est aussi... en évoluant dans notre âge, en évoluant dans notre expérience, que si tu le fais depuis le début, à mon avis, tu te brûles les ailes, parce que tu penses que tout est facile, puis tu en fais trop, puis là, ça devient du côté obscur, qu'il faut surtout pas faire. Et puis, de faire des expérimentations où ton premier bien, moi-même, ma première maison, je l'ai construite, donc il n'y a pas de souci, j'ai mis les fonds propres qu'il fallait, pourtant je l'ai construite moi-même, avec une mise entreprise. Mais après, la deuxième, tu te dis, on pourrait faire différemment, la troisième, et ainsi de suite. Puis là, tu rajoutes chaque fois une petite strate qui fait que t'en as de plus en plus, tu mets de moins en moins de cash et puis finalement, tout reste clean. Donc, c'est intéressant de faire évoluer. Trop bien. Peut-être une question aussi par rapport à... Donc, on a parlé d'immobilier, on a parlé de marketing, on a parlé aussi un petit peu d'avoir ton planning, comment tu gérais. Maintenant, avec du recul, tu fais ça depuis plusieurs années. L'effet de je ne sais pas si tu as un effet de dispersion qui se crée un peu. Est-ce que justement, avec du recul, tu trouves que c'est mieux d'être focus sur un seul projet en même temps, ou bien justement, c'est
apprécies avoir ce champ un peu de... Parce que, comme on disait au début, tu es aussi maintenant dans les conseils d'administration, tu fais plein de trucs. Tu es sur les réseaux sociaux, tu postes du contenu, tu fais des vidéos YouTube. Donc là, on a cité les entreprises avant, mais tu as vraiment Constellation, t'as une comme je l'appelle. constellation, t'as panaché. Est-ce que ça, avec du recul, voilà, avec l'expérience que tu as maintenant, comment tu vois tout ça avec les années d'expérience? Alors, je dis toujours, je conseille à personne de faire comme moi, parce que moi, c'est un besoin que j'ai besoin que ce soit varié, sinon je m'ennuie, et j'ai tendance à être très bon pour lancer les projets, mais après, pour aller jusqu'au bout, je m'ennuie très très vite. En fait, j'ai besoin de nouveautés assez fréquemment, dans la vie pro, hein. Vie privée, ça va très bien, ma vie de famille. Mais c'est pour ça que j'ai eu pendant longtemps besoin de lancer plein d'entreprises. Là, j'en ai lancé les 17, je crois, depuis que je suis entrepreneur. Ça fait quand même. Alors à nouveau, toutes ont eu un succès petit, grand, pas du tout et tout ça, ça fluctue. Mais je me suis rendu compte quand même avec les années, l'évolution avec les années, que c'était pas nécessairement une bonne chose de faire autant de choses, autant variées. Donc c'est un besoin pour moi, donc je le fais, je continue à le faire, mais je le préconise pas pour les autres. Parce que c'est clair qu'en termes de développement d'entreprise, si tu vises vraiment à une croissance, c'est difficilement compatible, sauf dans le domaine de l'immobilier, où à nouveau l'effet de levier est tellement grand avec le système bancaire et tout ça, qu'il y a une possibilité d'accélérer grâce, on y met, à des financements externes. Mais c'est vrai que dans les autres domaines d'activité, par exemple le domaine des agences de com comme tu as, si tu n'as pas un focus dessus, c'est très compliqué parce que le volume de mandats qu'il te faut pour croître demande beaucoup d'énergie. Ouais. Donc non, je ne le conseille pas, mais voilà, ça, c'est un peu propre à la personne. Donc moi, j'en ai besoin, donc je continue à le faire. J'essaie toujours de trouver des liens entre mes activités, ce qui est un peu du bullshit, comme le branding, où on trouve une explication des fois par après, qu'on a réfléchi à ça, que c'est du bullshit pour moi, souvent. Des fois, je trouve un lien qui n'existe pas vraiment, quoi. C'est juste, voilà. Mais maintenant, avec les années, j'ai quand même dit stop. J'ai mes 7-8 sociétés, ça fluctue aussi en fonction des acquisitions et des ventes. Et puis, j'ai eu ce mandat au Fribourg Olympique de vice-président, qu'on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, du coup, je me suis dit, ça ne veut pas dire que je dis stop à de nouvelles sociétés, à de nouveaux mandats, mais il faut que ça ait un sens et pas que ça me surcharge encore mes semaines. Ouais, ok. Donc, j'ai quand même dit un stop en termes de temps, mais maintenant, je n'ai pas dit stop en termes de nouveautés non plus. Ouais, parce que le temps, au final, est la seule denrée qu'on a de manière limitée. Ouais, puis c'est le seul critère qui a du sens avec le temps. C'est que l'argent, au début, pour beaucoup, on est entrepreneur. Je ne dis pas que j'ai commencé pour l'argent, hein, mais par contre, on se dit quand même, il faut quand même que ça tourne. Après, voilà, tu vieillis, tu te maries ou pas, tu as des enfants, ce qui était mon cas, tu construis ou pas. Donc, il te faut quand même un certain revenu. Donc, au bout d'un moment, quand tu as atteint, tu parlais des objectifs atteints, super. En fait, je me suis même pas rendu compte qu'un de mes objectifs, quand j'étais plus jeune, c'était tel salaire. Après, c'était le million et tout ça. Puis en fait, à un moment, une fois, j'en parlais avec mon associé actuel, puis il me dit, mais tu te rends compte maintenant qu'on est bien au-delà, puis tu t'en as même pas rendu compte. Je dis, ça fait plaisir parce que du moment que tu as une relation saine avec cet argent, en fait, c'est pas que c'est plus important parce qu'il faut quand même continuer à vivre, mais c'est que tu as d'autres objectifs qui sont beaucoup prioritaires, dont le temps. Ouais. Le temps passé en famille, le temps en vacances, le temps libre, le temps à faire du sport, le temps, je sais pas, développer ta boîte si tu aimes ça et tout, mais pas tout dedans. Si tu fais que ça tout le temps, puis tu me disais que tu prenais peu de vacances, au bout d'un moment, pour moi, c'était pas mon équilibre. Donc, j'avais besoin de cet autre équilibre avec beaucoup de vacances, beaucoup de temps libre. En guillemets, quand on entend par temps libre, c'est pas que je suis là à rien faire parce que je m'ennuie, mais à faire des choses qui me parlent, quoi. Ouais. Alors maintenant, je prends des vacances, on va dire normales. Mais okay. Alors ça, c'est déjà bien. Mais non, mais c'est vrai que en immobilier, c'est la première fois que j'ai cette relation avec l'argent où je l'ai vraiment considéré comme un outil. Ouais. En fait, on revient à ce qu'on disait avant, quand tu comprends le système, tu comprends que des sommes qui peuvent paraître grandes, quand tu es à un certain stade, en fait, c'est un outil c'est juste un outil. Puis effectivement, je l'avais jamais considéré comme ça dans, par exemple, le flux de trésorerie de l'entreprise, parce que c'est pas du tout la même utilité ni la même fonction, hein. Il y a vraiment un côté investissement, puis il y a un côté roulement, donc c'est vachement différent en fait. Et là, effectivement, pour moi, c'est un sujet hyper important, la relation qu'on a avec l'argent. Il faut l'identifier, puis il faut voir si elle est saine ou malsaine. Clairement. Elle est souvent malsaine, hein. Souvent, ouais, mais ça peut prendre du temps et aussi encore une fois, des déclics ou des manières de comprendre.
comment on peut le transformer d'une autre manière, comment il peut nous servir plutôt qu'on soit à son service. Enfin, c'est un peu ça Moi, j'ai remarqué que c'était souvent des mauvaises expériences parce que beaucoup de personnes se lancent dans l'immobilier et la construction pour l'argent. Et puis, c'est là qu'on apprend, on rencontre les mauvaises personnes. Des fois, c'est pour des bonnes raisons, mais après, la finalité, des fois, ça se passe mal. Et puis, j'ai tellement d'histoires que je pourrais raconter justement sur des arnaques dans l'immobilier et la construction, des gens qui ont foué leurs associés et tout ça. C'est que ces gens-là, ils pensent qu'en faisant un gros coup une fois, après, ils vont vivre pendant des années, mais il faut des montants tellement conséquents pour bien vivre maintenant en Suisse pendant des années que si tu as une relation malsaine avec l'argent, il faudra tellement de projets ultra rentables qu'en fait, c'est déjà peine perdue d'avance. Donc, du moment que comme tu dis, tu arrives à reprendre du recul et tout, je pense que c'est une force que quoi que tu fasses par la suite, même dans les autres métiers, je pense que tu es à l'aise et puis c'est beaucoup plus sain aussi pour la suite, quoi. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que l'immobilier, comme tu as dit, on a parlé très du côté positif, ça peut être des leviers énormes du positif, mais ça peut aussi être des claques monumentales si ça se passe mal. Enfin, je veux dire, c'est aussi, ma foi, c'est l'entrepreneuriat, l'investissement est toujours lié à cette dualité-là. C'est plus tu gagnes, plus tu es prêt à perdre. C'est comme la Tu prends bourse, le c'est comme risque, le Bitcoin. ouais. Je veux dire, à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait des mecs cinglés qui acceptent d'acheter un produit numérique il y a 12 ans en arrière. Enfin, je veux dire, c'est C'est vrai. Prise de risque, quoi. prise de risque maximale pour... voilà. Mais... et puis, on ne sait même pas si demain... Non, ça peut rechuter parce que Trump a décidé quelque chose. Donc, et voilà. puis voilà. Mais Mais ouais. comme tu dis, puis c'est un point qui est très important, surtout dans le développement immobilier. C'est qu'en fait, les gens envient souvent les développeurs immobiliers parce qu'ils se disent, ouais, mais ils gagnent des fortunes, tout ça. Mais moi, j'avais discuté avec Constantin il y a de nombreuses années. C'était dans le cadre de la HEG, donc toi, c'est vieux. Et puis, il avait dit, mais que lui, en fait, il réinvestissait des fortunes dans chaque projet immo. Donc, il prenait des risques énormes. Ouais. Donc, c'était quand même normal qu'il gagnait bien après derrière. Et puis, il disait aux gens, investissez. Prenez autant de risques avec autant d'argent. Chaque fois, je réinvestis une grande partie de ma fortune pour un projet toujours plus gros. Mais du coup, il faut oser. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le réinvestissement, c'est peut-être tout à coup 80% de la fortune qui repart pour gagner 5 ou 10%, puis faire grandir le Ouais, gâteau et de c'est cette ça. manière-là. Et puis, Ouais. il faut oser parce que quand tu as gagné tes premiers 100 000, 200 000, 500 000, tu te dis, je suis le king. Ouais, mais ça ne te suffit pas pour vivre ad aeternam. Donc, du coup, tu dois les réinvestir. Tu te dis, merde, si je les repère, en fait, j'ai tout perdu. Donc, il faut quand même se rendre compte que dans ce domaine, c'est quand même continuellement, tu revalorises tes biens ou tu réinvestis une bonne partie de ta Ouais. fortune pour faire des projets supplémentaires, pour continuer à avoir des honoraires, du revenu et pour peut-être faire l'acquisition aussi d'autres biens. Donc, Ouais, c'est un toujours, roulement, ouais, c'est un roulement, c'est ça. ouais, Comme continu. tu dis, c'est un outil, puis c'est vraiment l'utiliser comme levier, cet argent. Et puis après, c'est pas valable, comme tu le dis, dans tous les domaines, quoi. Donc toi, tu as fait, enfin juste sur l'immobilier, tu as fait tout type. Tu as fait aussi des promotions, tu as fait achat-revente, réno, enfin tu as tout testé ou tu Alors as moi, une spécialité alors bien moi, précise? comme je dis, moi, je construis du neuf, je rénove pas, je suis Ok, nul en tu rénovation. construis du Je neuf. déteste ça. Ok, Pourquoi? ouais, Parce que je suis économiste, donc moi, j'ai besoin que ce soit cartésien, ok, carré, d'accord. tel objectif, on va gagner tant et tel délai et tout ça. Ouais. Après, je te dis pas que c'est toujours une vérité absolue. Donc, rénovation, je suis nul, il faut pas passer par moi, c'est pas ma came. J'ai des partenaires pour ça qui le font mieux que moi. D'ailleurs, ma propre maison, c'est pas moi qui l'ai rénovée. Donc, Ok. et par contre, immobilier neuf, j'ai fait terrain nu, on construit principalement des maisons. J'ai aussi fait des immeubles jusqu'à une trentaine de logements. J'ai fait... qu'est-ce qu'on a fait? On a fait achat d'immeubles total qu'on transforme en PP et qu'on revend par là. Ok. Ouais, donc tu as Avec- quand même fait directement ce qu'on considère comme étant le plus haut level, on va dire, Alors en ça, immobilier. alors j'ai fait 50 constructions avant de m'attaquer à ces immeubles. Ouais. Et puis à nouveau, avec un droit d'option cessible et divisible. Donc, tu n'es pas officiellement propriétaire de l'immeuble. Ouais. Tu le revends avant d'être propriétaire. Donc, tu ne payes pas les frais de mutation. Et tu as permis de faire un effet de levier supplémentaire pour ceux que tu revends. Ça, je t'expliquerai en off comment on peut faire. Avec plaisir. Ça prendrait un peu trop de temps, puis ça ne serait pas la thématique. Mais ça marche bien. Ça marche bien, par contre, extrêmement bien de nouveau maintenant, parce que les taux sont bas, donc on peut être agressif sur la vente d'appartements. Et tu te retrouves quand même en peu de temps avec un certain volume d'appartements à vendre qu'il faut vendre dans un délai donné. Donc si les taux sont hauts, comme quand il y a eu ces flambées des taux il y a une année et demie, 2 ans, c'était compliqué, parce que les taux à 3, les gens ils n'avaient pas trop envie d'acheter, quoi. Et que maintenant que les taux sont au monstre bas, là, tout prochainement, on va y voir un immeuble centre de Fribourg qu'on n'aurait jamais acheté à l'époque parce que c'était Impossible. puis un prix extrêmement élevé, Ouais. et tout ça, avec des risques quand même élevés. Que là, on a fait une offre, elle a été acceptée, donc on va le visiter. Ok, Puis maintenant, trop bien. voilà. Après, c'est pas une garantie de succès, mais tu as une facilité avec ces effets de levier à nouveau pour faire des choses sympas. Puis là, tu gagnes par appartement,
ce que tu gagnes pour les grands apparts, je parle toujours 3,5, 4,5, quasiment ce que tu gagnes pour une villa que tu construis et que tu revends. Ok, Donc c'est des intéressant. marges, on parle de marges de Ouais. 100 000 et plus par appartement. Ouais. Alors, Ah oui, faudrait hyper pas intéressant. trop que je le dise, je dirais pas Ouais. où c'est parce qu'on va me dire tu Ouais. gagnes trop, mais c'est juste pour dire, parce qu'aussi tu prends le risque d'acheter tout l'immeuble, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est quand même 14, 15, 16 logements que si tu les vends pas, tu dois les payer, hein. On va pas te C'est les offrir, clair, hein. c'est clair. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, tu disais au début que l'immobilier était venu par opportunité et puis maintenant je me rends compte en t'écoutant parler que c'est quand même une forme de passion parce que là je vois que Ah, ça, je ouais. vois que ça je vois que ça bouillonne et puis que ça enfin ouais que t'es à fond dedans et c'est beau et moi je comprends ça parce que quand tu mets le pied dedans puis que tu comprends c'est excitant. Ouais, mais c'est comme tu dis, alors je pense où tu as raison, c'est moins une passion que le marketing par défaut, mais ce qui me passionne, c'est ces fameux montages, ces effets de levier qu'on peut faire, ces chiffres, pas ce qu'on va gagner en finalité, mais se dire c'est totalement fou que, genre, je réserve quelque chose, je le revends, puis tu peux te faire une marge astronomique sans flouer les acheteurs, parce que les acheteurs, les banques ne valideraient pas si ça valait pas ce prix-là, sans devenir propriétaire de quelque chose. Ouais, Je trouve c'est vrai. ça Non, c'est s'appelle vrai. l'arbitrage, c'est prendre un côté, trouver un vendeur, trouver un acheteur, les mettre ensemble. Le courtier fait un peu ça, mais il touche ça comme Intermédiaire. déterminé, Mhm. intermédiaire. Et puis là, dans l'immobilier, ça marche du tonnerre. Mais à nouveau, bon emplacement, bon Et potentiel, on revient toujours la même aussi être chose. prêt Hein. à prendre les risques, quoi. Toi, sans plus près. Ouais. On a quand même des générations avant nous qui ont connu des taux à 7 ou à 8, donc il faut, enfin, de toute façon, il n'y a rien sans rien. Ouais, et puis tu te retrouves, si ça marche pas, devoir payer 4 millions, quoi. Donc, Accessoirement. avec la banque. Donc, il faut quand même se dire que c'est quand même un petit risque, quoi. Il y a aussi une thématique un peu générale. Tu es très présent sur les réseaux. On s'est aussi un peu connu grâce à ça. LinkedIn, tu as une chaîne YouTube. Tu es présent depuis bien plus longtemps que moi, par exemple. Est-ce que ça, justement, ce côté un petit peu marketing que tu entretiens pour ton personal brand, c'est quelque chose qui te sert un peu dans tes démarches ou justement, si tout à coup tu dois vendre des biens ou je sais pas, ou tu l'utilises de cette manière-là ou pas du tout, tu sépares bien les choses, enfin... Alors moi, je l'ai depuis tant d'années surtout utilisé pour être omniprésent dans la tête en fait des partenaires, des prospects de mon réseau, sans attente immédiate de leads, qu'on appelle maintenant beaucoup de leads qualifiés et tout ça. Pourquoi ? Parce que pour ça, il y a de la publicité, il y a les ads qui sont très bons pour ça, pour générer des leads. C'est pas dire qu'ils sont toujours qualifiés, mais pour générer des leads, on se comprend. Et du coup, moi, j'ai toujours dit, alors pas il y a 15 ans sur YouTube, il y a 15 ans sur YouTube, c'était juste les débuts pour moi, je m'amusais et tout ça, mais depuis, on va dire 7 ans, c'est vraiment plus stratégique et c'est vrai que ma présence sur LinkedIn et complémentaire sur YouTube, c'est vraiment dans l'optique d'occuper la place, d'être plus présent que les médias locaux, pour qu'on voit toujours Patrick. Alors ça, on saoule certains de me voir parce que, comme je te dis, Top of marche ma mind. tête, voilà. Mais alors, on sait qu'il faut X points de contact pour convertir un bien prospect en sûr, client. c'est une vérité. Donc, je suis tout le temps là, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis, l'avantage qu'on a en Suisse, alors, le désavantage, c'est qu'on est en retard sur les autres pays. L'avantage, c'est que pour être présent localement, par exemple, dans tout le canton de Fribourg, au niveau même, je pourrais même le payer au niveau publicitaire, c'est pas extrêmement cher. Ouais, c'est vrai. Sauf si, à nouveau, tu veux viser trop large, tu veux viser des thématiques, je sais pas, moi, des rachats de crédit ou des choses totalement fous qui coûtent très cher. Mais c'est très facile de le faire. Après, ceux qui attendent vraiment qu'on fasse ça pour eux en ayant un retour sur investissement immédiat, je te le disais tout à l'heure, c'est compliqué. Quoi. Non, et puis alors ça, c'est quelque chose que j'explique toujours à mes clients. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'organique. C'est fait pour être... c'est un marathon. C'est fait pour être sur du long terme. C'est fait pour être vu quand vous voudrez l'écouter ou le voir. On vend rien aujourd'hui, toi et moi. Mais effectivement, c'est cette notion d'être top of mind. C'est-à-dire, si on doit dire aujourd'hui 3 marques de sport, il y a certainement 3 marques qui vont arriver dans la tête des gens. C'est cette idée-là, au final... sur de la personne, quoi. Ouais. Puis j'ai pris un exemple qu'on m'avait enseigné, plutôt on m'avait donné comme exemple, puis c'est ça qui m'a fait tilt. Alors ça date de plus que 7 ans, mais j'ai fait quelques années pour mettre en pratique. C'est quelqu'un qui faisait du marketing dans la vente automobile. Puis il m'a dit, les statistiques en France, c'est tous les 5 ans, le père de famille commence à se soucier de la voiture qui va changer. Et du coup, il a dit, il faut que pendant ces cycles de 5 ans, tu sois tout le temps dans sa tête pour que le jour où il est prêt à les voir, il pense c'est ça. Hein. Je sais rien, à Lexus, il pense à Nissan, à n'importe quoi, toi. Et puis, ça m'avait marqué. Et puis, j'ai dit, ouais, mais comment tu fonctionnes ? Puis, c'était un des premiers à faire des vidéos personnalisées à l'époque. Donc, c'était un peu embryonnaire et tout ça, à faire des newsletters fréquentes. Et puis, je trouvais hyper pertinent, mais je trouvais que comme il l'appliquait, on pouvait encore aller un peu plus loin, toi. Puis, c'est ça que j'ai, pas amélioré, mais j'ai fait à ma sauce son modèle. Et puis, c'est ce que je dis souvent aux courtiers immobiliers, parce qu'ils me disent « Ouais, mais moi, je publie sur les réseaux et tout ça, j'ai peu de gens qui me demandent des estimations. » Je dis « Oui,
Mais le jour où ces personnes-là qui te suivent depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ont un grand-père ou un oncle, ou même sont prêts à vendre, ils vont penser à toi, puis pas au concurrent. Parce qu'on connaît tous un courtier immobilier dans la région. Ouais, et accessoirement, c'est le jour où il est au bord de sa piscine avec son rosé et que toi, t'es pas là parce que t'es à l'autre bout de la terre, et ben, qu'il faut qu'il pense à toi. Donc, c'est effectivement au final, c'est comment sortir du lot d'une certaine manière. Mais par contre, on peut jamais prédire à quel moment la personne a besoin. C'est pas sûr qu'il va nous appeler non plus. C'est jamais Hormis garanti. si tu vends un service où tu as une offre complètement incroyable avec une durée limitée ou un truc que la personne a besoin tout de suite maintenant. Mais quand tu es dans le service ou dans la prestation, ce genre de choses, c'est pas le cas. Et puis après, aussi, les gens, qu'est-ce qu'ils font comme réflexe? C'est que géographiquement, s'ils sont, t'es pas dans leur esprit, le jour où ils veulent vendre, ils vont voir chez Jonas juste à côté là-bas, que c'est passé, je crois, dans ton podcast. Oui, tout à fait. Et puis, ils auraient raison, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais voilà, ils vont se dire, j'ai vu sa vitrine 15 fois en passant, on a fait mes courses là, au centre de Bulle. Donc, ils ont raison. Mais si, à l'inverse, ils voient un autre courtier là en ligne et puis ils se disent, ah ouais, c'est pas mal, j'aime bien ses conseils, ils vont quand même. Oui, ça peut faire la balance. J'ai quand même écrit, j'ai quand même passé là chez Jonas pour voir, mais ils comparent quand même. Puis ça, j'en ai quand même fréquemment qui disent, ouais, mais j'ai un ami, un pote, quelqu'un de la famille qui fait ce métier, mais c'est vrai que c'est tellement pertinent ce que vous dites depuis des années que j'ai quand même envie de pouvoir discuter avec vous. Donc voilà, ça ouvre une porte. Très, très juste. J'aimerais bien venir sur ta nouvelle casquette au Fribourg Olympique. Ça, c'est un peu nouveau pour toi de rentrer dans les conseils d'administration. Alors, conseil d'administration, pas vraiment, mais dans un club, oui. D'accord, dans un club, oui. Ouais. Tu es un ancien basketteur, donc c'est là aussi une notion de passion, je présume, et tout ça. Ouais. Puis toujours, à l'âge de 7 ans, j'ai joué au basket jusqu'à 33, 34 ans. Hein. Ok. Ouais. Et là, typiquement, alors on parlait avant d'être multipotentiel, multicasquette, t'en rajoutes encore une en plus. C'est quoi dans ton évolution, je pense, qui te dit, je veux m'intégrer dans ce genre de club ou genre d'entreprise, on va dire? Alors, honnêtement, toi, j'ai joué longtemps au basket. Après, j'ai totalement déserté un petit peu les terrains de basket jusqu'à que on soit invité avec l'école de Coutances à aller voir un match du Fribourg Olympique il y a 2 ans ou 2 ans et demi. Parce que ma fille, forcément, et mon fils sont à l'école à Coutances. Et du coup, je me suis rendu compte que mon image qui était biaisée des dernières années où j'ai l'impression que c'était des matchs plus trop intéressants et tout ça, quand on était remonté en intensité, on a une super équipe et tout ça. Puis, il y a eu ce changement de président il y a 2 ans et demi et je pensais qu'il n'y avait plus personne. Avec le départ de l'ancien, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus personne. Puis j'ai commencé à appeler l'ancien président qui m'a mis en contact avec le nouveau, parce que je ne savais pas qu'il y avait un nouveau. Ensuite, avec les responsables sponsoring, on a dit on a besoin de quelqu'un pour aider au sponsoring. Alors j'avais envie de tout faire, surtout sauf le sponsoring, parce que c'est le nouveau de l'acquisition, et puis je fais déjà ça pour toutes mes sociétés. Donc au bout d'un moment, Voilà, je comprends. Voilà. Je te dis pas que je le fais activement, parce que non, mais je vois tout à fait mais tu es l'ambassadeur de tes boîtes, oui. Donc tu as la pression de ramener des affaires quand même. C'est ça. Et puis, forcément, il fallait aider. Donc, j'ai fait ça pendant une année et demie. Puis, je voyais que là, cette saison, c'était très bon sportivement, mais au niveau organisationnel, c'est une catastrophe, honnêtement, pour être poli encore. Et j'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à prendre plus de responsabilités, mais par contre, comme dans mes sociétés, il faut m'écouter. J'ai une stratégie, soit elle est appliquée, soit vous vous démerdez. Moi, c'est toujours catégorique parce que j'ai pas de temps à perdre ou d'énergie à perdre. Et puis, ça a pris quelques mois jusqu'à qu'on officialise que je sois vice-président. Donc, du coup, je touche maintenant à la finance, au marketing, chapeaute tout ça. Quand même un peu d'opérationnel parce que dans un club professionnel de basket en Suisse, il n'y a malheureusement pas des moyens illimités. Donc, il faut quand même faire un petit peu. Et puis voilà, après, du coup, c'est la prochaine étape qui est l'étape ultime, en guillemets. Elle reste aussi en discussion pour les saisons prochaines. Avec, moi, une garantie que je veux avoir, c'est qu'on ait quand même un budget acceptable pour pas devoir se battre chaque année. Toi. Puis le basket, on est quand même un parent pauvre du sport en Suisse. Ouais, c'est quand même compliqué. On le dit souvent, pour avoir le hockey juste à côté. C'est ça. Ouais. On est quand même champion. Fribourg est multi-champion suisse depuis de longues années. On a 48 titres en 62 ans. Ouais. Pas de champion suisse, c'est aussi les coupes. Donc c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Quoi. C'est le club référence en Suisse, quoi. Ouais. Donc, magnifique. Mais c'est bien que tu parles de la concurrence avec Gauthieron. Alors, je vais un peu contredire notre président qui, lui, un peu tire à boulet ce Gauthieron. Pour moi, c'est un exemple à prendre parce que quand tu penses qu'en gagnant 0 titre, juste la Spenger cette année, qui est quand même un beau titre, mais honorifique, oui, ouais.
On arrive à remplir la patinoire depuis 3 ans? Ouais, 3 plein, saisons. ouais, tout le temps plein. Sponsors se battent pour être visibles à On Gauthieron. attend depuis 5 ans pour avoir des places. Bah voilà. Je pourrais t'inviter une fois, j'en ai, mais voilà. Et puis, à Olympique, on gagne autant de titres. Bon, on est moins médiatisé aussi, mais des sponsors, il faut plus aller les chercher, toi. Ça, Il y a c'est aussi vraiment l'éducation du sport en lui-même. Ouais, t'as raison. Je pense que ski hockey en Suisse, c'est quand même C'est plus la passion, quoi, extrême. c'est comment Ouais. dire, c'est ancré dans l'ADN. Bah, c'est clair, je crois que le hockey, c'est dans le top 5 des sports nationaux. Puis Ouais, le ouais. basket, on est numéro 13, toi. Donc, Ouais. Mais par contre, voilà, on a quand même la plus belle équipe. C'est pas pour faire chauvin, hein, Non, mais non, mais c'est vrai. les titres Bah le oui. disent, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que, en tout cas, chapeau. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et j'invite tout le monde à s'intéresser au basket parce qu'en plus de ça, c'est un sport exceptionnel. Quand tu vois en France ou aux États-Unis, c'est quasiment le sport numéro 1. C'est quasiment le sport. Aux États-Unis, c'est quasiment dans le sport top numéro 3, 1. quoi. Ouais. Mais je suis convaincu que vous trouverez On va des s'inspirer, astuces. comme je te dis, moi je vais prendre tout ce qu'on peut d'informations sur des grands clubs européens Ouais. et tout ça, m'inspirer aussi de Gauthieron qui a très bien fait les choses avec les buvettes, avec Très juste, ouais. la nourriture et tout ça, c'est comme une source de revenus extraordinaire chez eux. Hein. Et puis plutôt que de critiquer, il faut plutôt s'en inspirer, Clairement, prendre le bon, clairement. faire un benchmark. Ouais. Et puis je pense qu'il y a des belles choses à faire. Après, je vais pas te lâcher un truc parce que je sais pas quand tu vas le diffuser, mais je suis en négociation avec un tout beau sponsor et puis ça pourrait changer drastiquement la donne pour les 3 prochaines saisons en tout cas. Ok. Mais ça pourrait être non d'ici que tu diffuses ou oui. Donc on verra. D'accord. On verra d'ici là. Très bien. Alors, ne dis rien pour l'instant. Non, je peux pas, de toute façon. Mais... Magnifique. On arrive gentiment sur la fin du podcast. Il y a quand même 2-3 thématiques que j'aimerais encore aborder avec toi. Tu dis que la plus grande leçon, c'est la résilience. Est-ce qu'il y a des expériences en particulier qui t'ont forgé? J'aime bien poser ces questions aussi pour autant dans le bon que dans le mauvais. C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs que je rencontre, ils se sont fait un peu tabasser à un moment donné. Et puis souvent, ça forme aussi le bien. Donc, est-ce qu'il y a des expériences particulières ou des leçons que tu retiens de ton expérience? Alors, une leçon, forcément, comme tu dis, ça vient souvent des expériences négatives. Puis je te parlais de cet associé qui est un membre de ma famille, qui est toujours, où ça s'est très mal terminé, où finalement j'ai fait tellement confiance au niveau de certains sous-traitants ou de certains partenariats de construction et tout, que je me suis retrouvé avec de l'argent qui était parti, on ne sait pas où, on ne saura jamais. Je ne vais pas te dire le nom parce que c'est toujours en traitement. Mais du coup, ça m'a appris une chose que tu as beau avoir les meilleurs associés, les boîtes qui tournent et tout ça, à nouveau, on en revient à la relation saine avec l'argent. Si tu n'es pas totalement aligné avec ton associé, enfin toi je sais que tu as une associée, c'est déjà très difficile de trouver la bonne ou le bon associé. Et quand tu l'as trouvé, ça ne veut pas dire que parce que tu t'entends bien avec lui, parce que dans les affaires ça passe bien, que derrière lui sa relation, par exemple à l'argent ou au temps libre est la même. Donc cet alignement, je pense qu'il faut en parler très tôt. Parce que moi je me suis retrouvé, lui voulait encore plus gros, plus vite et tout ça, puis moi je préférais un peu plus de qualité de vie et tout ça, parce qu'on avait comme tu me disais tout à l'heure, des horaires de fou aussi et tout ça. Puis on commençait à avoir une vie de famille aussi et tout ça qui était importante. Et voilà, puis on était totalement à l'opposé. Et il s'est retrouvé que sur certains chantiers, il y a eu des choses pas très très justes. Désalignées, quoi. Et c'était que financier, parce que maintenant j'ai aucun souci avec ça. Mais du coup, ça m'a quand même permis de voir que plus jamais ça. Maintenant, où c'est compliqué quand même, c'est que tant que tu n'as pas travaillé avec les gens, tu as beau avoir quelqu'un, on s'entend bien là, on discute, c'est sympa. Mais quand tu es associé, au début, ça va toujours bien. Et puis, c'est quand tu es dans le dur que tu vois vraiment les gens. Clairement. Et puis, je l'ai vu avec mon associé à Cannes, mon entreprise générale, puis avec qui je fais du développement immobilier. On a eu, avec la flambée des taux, des coûts de construction et tout ça, quand même une année et demie compliquée, honnêtement. Et puis, c'est là que j'ai vu que plutôt que d'avoir le gars qui est un peu niché, que son salaire fluctue ou qu'on a moins que d'habitude, on s'est plutôt posé à table, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos charges, qu'on peut diminuer notre rythme de vie aussi et tout ça. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé 30% à toutes nos charges, puis tout ce que nous aussi on se retirait. Et puis même quand ça a commencé à réaccélérer, on n'a pas réaugmenté. On s'est dit, on vit bien comme ça, on prendra des marges supplémentaires, mais voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé cette période parce que on s'est jamais pris le bec, on s'est jamais énervé l'un contre l'autre. Et ça te montre aussi le côté, ça te soude. Ouais, clairement. Ça...
Donc voilà, donc une expérience négative s'est transformée en positive avec une autre personne. Et puis voilà, mais ça aurait très bien pu être le même genre de personnalité. Et puis finalement, je me retrouve avec un clone du premier parce que souvent on attire les mêmes personnes, Ouais. comme dans les couples et les personnes toxiques. Et puis voilà, donc ça c'était plutôt négatif que s'est transformé en positif. Mais après, la résilience, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. C'est un exemple, mais ça peut être d'autres choses dans la com. C'est pas parce qu'on publie 3 vidéos, qu'on publie 3 posts, qu'il n'y a pas un client qui vient après 2 jours, que ça ne fonctionne pas. Faites ça pendant 2, 3, 4, 5 ans, ou faites même votre métier, développez votre boîte pendant 2, 3, 4, 5 ans, sans vouloir gagner 300 000 francs par année au bout de la première année. Et puis, avec à nouveau les bonnes stratégies, parce que si tu pars à contresens, ça sera difficile de réussir. Mais je garantis, moi, toujours aux gens à qui j'accompagne ou que je donne des conseils comme ça, que si tu fais ça de telle manière, je te garantis que tu auras des résultats. Donc fais-le. Et puis là, souvent, les gens, dès qu'ils sont un peu en bas, ils laissent tomber. Et tout ça. Tout à fait. Par contre, je ne peux pas te dire c'est dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Parce que certains entrepreneurs à succès internationaux, il aura fallu 40 ans pour réussir. Clairement. Je rajouterais à ça peut-être faites-le avec le cœur aussi. C'est encore mieux. Ça permet de tenir en fait. Ouais, c'est vrai. Magnifique. On arrive à la fin du podcast. Je termine toujours par la même question, une question relativement simple et courte. S'il y avait quelque chose qui te tenait à cœur, quelque chose que tu aimerais transmettre aux entrepreneurs, aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi pour terminer? Je vais revenir sur une des premières fois que tu as cité. Moi, c'est vrai qu'un de mes leitmotifs, c'est de passer à l'action. Donc, je dis à tout le monde, suivez votre cœur, votre instinct. Souvent, on ne se trompe pas. Et à passer à l'action pour directement avoir voir ce qui peut se passer. Parce que souvent, on imagine le pire. On imagine qu'on sera dans des situations compliquées, mais ça amène tellement de côtés positifs, soit humains, soit financiers, soit autre chose, que souvent on est agréablement surpris. Et puis je pense qu'il faut écouter son instinct, passer à l'action, et puis souvent il y a des belles choses qui arrivent. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était super agréable. Merci. Plaisir partagé. Et puis du coup, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao.